Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, si vous vous rappelez bien, on a fait une config à 500 € dimanche dernier et aujourd'hui on va voir comment on peut l'évoluer. Ça marchera sur la config là et puis en fin de vidéo, enfin vers la fin de la vidéo, on verra pour ceux qui avaient d'autres configs vraiment pas chers, quels sont les points sur lesquels vous pourrez gagner pas mal de performance en les améliorant. Donc voilà, tout ça, ça se passe tout de suite après l'intro, c'est parti. Si vous vous rappelez bien, du coup dimanche dernier on a fait une petite config avec un Ryzen 3 1200AF, on avait une B450 Gaming Plus Max qui est une excellente carte mère. Après on avait 16 Go de RAM en 3200 MHz CAS16 de chez Ballistix. En disque dur on avait un Seagate Barracuda 7200 tours par minute. On avait un boîtier ou de chez Fractal avec le Focus G noir ou de la couleur que vous voulez. Et sinon il y avait le Metallic Gear Neo Silent il me semble. Et puis en alimentation on avait une Be Quiet Power 9 en 600 watts 80 plus bronze. Si ma mémoire est bonne, voilà, ça se peut que je vais peut-être écorcher une référence, voilà. Donc cette configuration, c'est la config la plus évolutive que vous pourrez faire. Là, il y en a qui vont se dire, mais il n'y avait pas de carte graphique dans ta config. Alors effectivement, il a fallu la chercher d'occasion, cette carte graphique, étant donné que du neuf, pour cette gamme de prix là, c'est pas sorti. Voilà, cette année ils ont dit bah écoute, les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, on leur met dans le fond et puis bah ils se démerdent, hein, il y a l'occasion. Du coup forcément c'est très compliqué, mais il va falloir se battre pour avoir votre carte graphique, surtout si vous voulez votre PC. On verra bien s'ils sortent d'autres gammes un peu plus petites dans la suite de l'année ou l'année prochaine, mais pour l'instant j'ai pas vu de leak qui en parlait. Donc d'abord on va faire la performance brute, donc ce que vous allez voir. Après on va faire la performance que vous entendrez avec le silence et le refroidissement. Et puis on finira avec l'esthétique, avec purement de l'esthétique. Vous verrez que entre la performance de refroidissement et l'esthétique, on arrive à se regrouper un petit peu. Toutes les pièces que je vous présente là maintenant, ça va être des pièces que je vais sélectionner sur Amazon parce que moi c'est pratique. En général c'est là où les prix sont les plus bas. Si les prix sont plus bas sur d'autres sites, n'hésitez pas à les acheter sur d'autres sites. Les liens que je vous mets dans la description, c'est donc des liens Amazon et ils sont affiliés, donc comme ça donne un petit pourcentage à la chaîne et ça lui permet d'évoluer un petit peu. Donc sur ce on commence tout de suite avec la performance. Et du coup au niveau de la performance, on va s'attaquer tout de suite avec la chose qui va vous faire gagner certainement le plus de fluidité directement, ça va être le SSD. Alors on avait mis qu'un HDD, donc c'est un disque dur mécanique pour ceux qui connaissent, et les disques durs mécaniques ça a tendance à ralentir un petit peu le système. Là on passe directement sur un SSD de chez Samsung. Voilà, j'ai choisi le 980 en 250 Go qui coûte une cinquantaine d'euros. Pourquoi je vous conseille du Samsung là maintenant? C'est parce que je vous avais conseillé de faire une partition de 250 Go sur votre disque dur de 1 Tera. Et là où ça va vraiment rentrer en jeu et que ça va être très important d'avoir fait ça, c'est quand vous allez acheter votre SSD. Et là je vous conseille du Samsung parce que leur logiciel de clonage est tellement incroyable, il n'y aura pas plus simple pour vous que de passer par ça. Donc ce que vous allez faire, vous mettrez votre Samsung à l'intérieur, donc M.2 classique, vous le glissez, il va être un peu incurvé, vous mettez la vis, il est dedans. Quand vous démarrez, il va démarrer automatiquement sur votre HDD et là vous installerez le logiciel de chez Samsung qui vous permet de cloner. Une fois que vous aurez trouvé ça, vous allez lui faire copier la partition de 250 Go où il y a votre Windows sur votre SSD et une fois que ce sera fini, ça va durer environ 5 minutes, même pas. Et une fois que c'est fini, vous allez dans votre BIOS, vous changez l'ordre de priorité et une fois que vous avez changé l'ordre de priorité, il démarre sur votre Samsung et puis vous vous retrouvez avec justement le Windows qui est directement passé de votre HDD à votre Samsung sans avoir eu à vous prendre la tête à réinstaller Windows dessus. Ça c'est un énorme gain de temps. Pour ceux qui veulent vraiment faire autrement ou avoir les meilleures performances possibles en se prenant la tête, vous avez un MX500 500 Go qui est au même prix, je vous le mets dans la description aussi. Excellent SSD, surtout pour ce prix là, 50 € 500 Go, il est vraiment très rentable là, à ce prix là. Et sinon bah le seul désavantage qu'il a, c'est qu'il sera déjà moins performant que le Samsung qui est là. Donc oui, la performance là ça reste discutable puisqu'au final pour du gaming on en a un peu rien à faire. Le SSD classique vous apportera déjà la fluidité maximale dans tous les domaines. Donc le M.2 NVMe n'est pas justifié ici, hein, je vais pas vous mentir. Là ça va vous décoiffer dans tous les sens alors que franchement un SSD classique ça poussait déjà largement autant. Donc voilà, vous allez perdre un peu en performance, vous allez avoir un peu plus de difficulté à l'installer parce qu'il faudra une alimentation SATA plus un interface SATA en câble. Donc sinon vous avez 2 fois plus de stockage pour le même prix. Donc voilà, c'est vous qui voyez ce que vous voulez. Et au niveau de la carte graphique justement, pour une alim d'environ 600 watts, qu'est-ce que vous pouvez mettre au maximum? Personnellement je pense que vous pouvez mettre au maximum une 3060 Ti dedans.
Par contre, qu'est-ce que cela va engendrer de changer de carte graphique? Faut savoir que quand vous mettez une carte graphique qui est vraiment plus puissante que ce que vous aviez avant, par exemple là avec le Ryzen 3 qui aurait été pas mal de trouver, ça aurait été une 1660 super éventuellement. Là déjà là le processeur aurait déjà commencé à brider un peu la carte, mais voilà, ça serait resté raisonnable. En passant d'une 1660 ou d'une 1060 à une 3060 Ti, le bridage ne sera plus une question d'a priori, là ça va être obligatoire, le processeur va forcément brider la carte graphique, vous allez perdre un sacré paquet de performance. Mais même si votre processeur il bride votre carte graphique, vous allez avoir tellement de FPS, ça va être n'importe quoi, hein, vraiment. Vous verrez déjà un écart de FPS vraiment très important ici, même si le pros il bride beaucoup. Après du coup, vous vous doutez bien, si on change la carte graphique ça va vraiment vous coûter cher, c'est une grosse upgrade qui coûte bien cher. On est loin du SSD, là ça va être du 3400, 3060 Ti actuellement comme vous pouvez le voir sur Top Achat, c'est 600-700 €. Voilà, c'est vraiment un changement qui coûte très cher, mais là vous verrez directement les conséquences de ce changement sur votre config en jeu, ça y aura pas de problème. Et une fois qu'on a changé notre carte graphique et que le processeur bride malencontreusement tout ça, qu'est-ce qu'il faut qu'on change? Vous vous douterez bien que la prochaine évolution, ce sera ou si vous faites beaucoup d'applicatifs, hein, mine de rien, si vous faites du montage vidéo, tout ça, ça va être vraiment le premier truc à upgrade même avant la carte graphique. Et puis le deuxième solution, c'est si vous avez vraiment déjà bien upgrade votre carte graphique sur le maximum du maximum, pourquoi pas changer le processeur, et du coup on va prendre des processeurs que la carte mère supporte. Le premier processeur que je vous conseille, ce sera pour commencer le multitâche, il est vraiment sympathique pour le montage vidéo, tout ça, je m'en suis servi pendant 2 ans, il fait son travail. Pour ceux qui veulent aussi faire du gaming, ce genre de processeur ça peut prendre en charge l'équivalent d'une RTX 2080 Ti sans même la brider. Donc l'avantage c'est que pour le gaming vous aurez jamais besoin de plus parce qu'il fait déjà largement le boulot. Quand on a une 2080 Ti ou l'équivalent, on joue ou en 2K ou en 4K, le processeur n'a plus de bridage tout simplement en plus, et voilà, ça va juste permettre d'avoir énormément de FPS et vous offrir un maximum d'évolutivité. Là où le gars fait vraiment énormément d'applicatifs et qui sait qu'il va faire énormément d'applicatifs, quand j'ai beaucoup d'applicatifs c'est 10-12 heures de montage vidéo par semaine, le mec il en peut plus, tu vois. Là on va passer à l'étape d'au-dessus et ça va coûter un peu plus cher mais sans vraiment coûter énormément parce qu'en ce moment il baisse de prix ce processeur là. C'est le petit Ryzen 7, enfin le petit il est déjà monstrueux, c'est le concurrent de mon 10700K, c'est le Ryzen 7 3700X qui fait des allers-retours entre 300 € et 250, donc si vous le chopez au bon moment. La semaine dernière je crois que je l'ai vu à 260 €, il valait vraiment le coup. Là il a autour de 300 donc c'est un peu dommage, mais ceux qui font vraiment que de l'applicatif, vous partez là-dessus, vous êtes tranquille, mais vraiment tranquille, zéro problème. Ça va envoyer du pâté là je peux te le dire. Vous avez 8 cœurs 16 threads pour l'applicatif, ça suffit très largement, le montage en 4K ça passe large. Éventuellement si vous faites beaucoup d'effets spéciaux et pour arriver à avoir sa limite au bout d'un certain moment, bon après ça dépend des effets spéciaux que vous faites, la modélisation 3D en général ça prend pas 8 cœurs, on est plus près du 16 cœurs, tu vois ce que je veux dire, donc faudra pas te plaindre, mais vraiment déjà ça t'ouvrira énormément de portes, ça c'est sûr, et zéro problème aussi. Si vous avez pris la Gaming Plus de chez MSI, je vous conseille plus de vous résoudre à prendre un Ryzen 5, et si vous avez pris la Tomahawk, je vous conseillerais d'éventuellement prendre un Ryzen 7, mais on arrivera dans les limites de la carte mère. Mais bon, ça devrait largement le tenir, les VRM sont quand même costauds sur une Tomahawk, donc pas trop de problème là-dessus. Je pense que ce combo va résister quand même pas mal dans le temps et ça zéro problème. Donc voilà, niveau performance on va dire qu'on a touché le fond parce que en fluidité vous allez avoir le maximum avec le SSD, en FPS vous allez toucher le maximum aussi avec la carte graphique, et d'ailleurs je pense que si vous voudriez mettre une carte graphique encore plus grosse, déjà vous avez eu beaucoup plus de sous que les 500 que vous avez mis à la base, et en plus il faudra changer l'alimentation. Qui dit changer l'alimentation dit encore un peu plus de budget, et puis forcément si vous mettez le processeur là plus la 3060 Ti, l'alimentation elle va vraiment déjà arriver dans ses limites, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, on est vraiment dans la théorie où vous gagnez au loto d'ici peu et vous voulez améliorer votre configuration parce que déjà là en upgrade ça fait très cher, hein, si on compte les 600-700 € déjà plus le processeur, hein, on est déjà à quasiment 1000 balles d'upgrade. Si on compte les 50 € du SSD avant, ça fait quand même 1050 € d'amélioration, tu vois ce que je veux dire. Donc en performance brute, vous aurez vraiment un truc monstrueux qui tient la route. Après, on va passer une étape et on va passer au refroidissement et au silence de la configuration. Qu'est-ce qu'on fait pour améliorer tout ça? Alors du coup, on va commencer par améliorer le silence en changeant carrément le ventirad du processeur. Le processeur a déjà un ventirad sympathique, hein, surtout chez AMD. C'est pas la crêpe qu'ils fournissent chez Intel. D'ailleurs maintenant ils ont arrêté de les fournir comme ça. C'est même plus des crêpes, c'est plus rien du tout. Et du coup, si vous avez pris le Ryzen 5, le ventirad qui peut être vraiment pas mal, c'est le Deepcool Gamax GTE. C'est un ventirad qui est RGB tout court, pas adressable RGB. Pourquoi j'ai fait ce choix là? Parce que tout simplement je sais déjà que sur les cartes mères MSI que je vous ai conseillé, il n'y a pas de prise adressable RGB. Donc
Donc si je vous conseillais quelque chose en adressable RGB, vous pourrez même pas l'utiliser. Ça risque de créer une petite frustration chez vous. Alors du coup, je vous mets des trucs que vous pouvez utiliser, comme ça vous aurez pas de problème. Ce Ventirad, il a la capacité d'être très bon pour 25 €. Il est vraiment excellent pour son prix. Il se rapproche nettement des performances d'un Hyper 212 et même dans certains domaines, il le bat. Donc voilà, Hyper 212, il est intéressant aussi. Mais il a 15 € de plus. C'est un peu dommage de mettre 15 € de plus pour avoir gagné 1 degré à tout casser. Donc celui-là, il fait déjà largement le boulot. Il va vous permettre de gagner énormément au niveau des nuisances sonores, énormément en température sur votre Ryzen 5. Et puis si vous partez plus sur le Ryzen 7, ce sera ou un NHU12S par exemple, qui peut être une excellente idée. Donc que ce soit le Redux ou le Chromax par exemple, ça va être des excellentes solutions ici. Vous allez avoir du Sight avec le Fuma 2 qui est pas mal aussi. Et puis sinon, niveau water cooling, je vous en mets un là. Alors je sais que c'est une référence qui est plutôt fiable dans le temps, qui a des très bonnes performances et qui coûte pas tellement cher, 75 € le ML240 de chez Cooler Master. Donc voilà, c'est vraiment un bon water cooling qui se monte plutôt facilement comme on a l'habitude. Cooler Master, ils ont un excellent rapport qualité-prix au niveau du RGB et des performances en plus. C'est pour ça que je vous le mets. Ça devrait bien refroidir tout ça et ça devrait offrir pas mal de style ici. Non, au niveau des refroidissements, je vous conseille mes 2 vidéos avec les meilleurs anti-rad et puis les meilleurs water cooling pour pouvoir les choisir. Comme ça, vous verrez un petit peu ce que vous voulez et ça, c'est plutôt pas mal. Donc là, on a fait le tour déjà du refroidissement processeur et comment on peut gagner du silence en plus de changer tout ça. Et en changeant carrément les ventilateurs de son boîtier. Et puis si on veut améliorer les performances des 2 boîtiers que je vous ai mis, on va avoir déjà beaucoup d'emplacements ventilateurs qu'il va falloir combler par exemple pour gagner un petit peu de performance. Et du coup, pour ceux qui cherchent la sobriété, je vous conseille les Arctic P12 qui sont très bons. On les a déjà présentés sur la chaîne, je vous mets la vidéo là également. Donc on a un excellent rapport qualité-prix, des ventilateurs qui font en plus de ça pas tellement de bruit, donc ça c'est plutôt cool. Et puis sur Amazon, on a souvent le pack de 5 à 25 €. Comme vous voyez en ce moment, il est pas disponible. Du coup, je vous mettrai le lien de ceux à l'unité, comme ça si vous voulez en acheter par exemple. Il me semble que le Metal Gear Neo Silent, vous pouvez en rajouter 2 en façade. Voilà, ça ce serait le top. Vous en mettez 2 en façade, si vous voulez en acheter 3, vous mettez 3 en façade et puis comme ça vous avez 3 fois le même ventilateur. Et sinon, pour ceux qui ont acheté le Focus G, vous mettez un P12 à l'arrière et puis comme ça vous êtes tranquille un petit peu au niveau du flux d'air. Pour ceux qui veulent un peu plus de RGB et d'adressable RGB, je vous conseille 2 références de chez Cooler Master. Donc je vous les affiche tout de suite à l'écran. Donc la première référence, elle a plutôt un bon rapport performance RGB en plus. Donc voilà, c'est de l'adressable RGB, vous pourrez pas le contrôler avec votre carte mère, mais chez Cooler Master, ils font un truc qui est vraiment super sympa et que pas beaucoup de marques font. Ils vous offrent un petit contrôleur pour contrôler l'adressable RGB au cas où vous n'avez pas ce qu'il faut. Et ça, c'est vraiment top. C'est pour ça que je vous conseille les Cooler Master en plus. Là, ils ont des excellentes performances. On est sur du 62 CFM, c'est plutôt pas mal. En bruit, je sais pas ce qu'ils valent, mais je sais déjà que le RGB de Cooler Master est pas trop mal. Ça fait à peu près 13 € le ventilateur si on compte pas le contrôleur. C'est vrai que ceux qui voudraient par exemple en mettre en façade et à l'arrière, c'est un peu dommage, vous aurez pas assez de ventilateur. Mais bon, c'est déjà pas mal pour apporter un peu de lumière sur sa config, on va dire. Après, on a une version un peu plus haut de gamme qui a des LED un peu plus jolis, avec des effets un peu plus sympas aussi. Ça va être les Halo de chez Cooler Master, encore une fois, qui sont beaucoup plus sympathiques. Ils existent en blanc et en noir sur Amazon. Les blancs sont moins chers, visiblement. Peut-être parce que le blanc c'est un peu moins acheté que le noir. Sinon, on a des ventilateurs vraiment super sympathiques qui vous offrent des effets de LED super cool. La tranche du ventilateur, elle s'allume aussi en plus. Et ça, c'est juste top. Et super joli au niveau des LED. Et ça, c'est plutôt bien. Le prix, on est autour de 60 € les 3. Ça a augmenté un petit peu en prix, mais ça reste quand même plutôt intéressant ici aussi. Et puis du coup, maintenant, on va passer au niveau de l'esthétique pure. Là, vous avez vu, on avait déjà commencé un petit peu l'esthétique. Et au niveau de l'esthétique pure, qu'est-ce que je peux vous conseiller pour cette configuration éventuellement? Ce que je peux vous conseiller, c'est des câbles gainés. Moi, j'ai acheté ceux-là, par exemple, en violet, en noir et violet. Ils sont plutôt sympathiques. Ce que je leur reproche, c'est d'être un petit peu rigide, donc il va falloir les modeler un peu avant de les placer. Mais sinon, ça offre tout de suite un look un peu plus pro à votre config. Et ça, c'est juste top. Vous avez le choix des couleurs. Vous avez du blanc, du gris, du bleu. Voilà, je vais faire défiler un petit peu. Si vous cherchez bien sur Amazon, vous allez même trouver la même marque qui fait encore d'autres couleurs, tout ça. Et puis pour ceux qui ont de l'argent, vous pouvez aller carrément chez Câble Mode et puis choisir les couleurs que vous voulez. Câble Mode, ça fait à peu près le même boulot. C'est juste que c'est des câbles d'un peu meilleure qualité. Pas beaucoup, c'est juste qu'ils sont un peu plus souples, tout ça. Et vraiment, ça fait à peu près le même boulot, mais c'est 3 fois plus cher. Voilà, c'est vous qui voyez. C'est votre argent, vous faites ce que vous voulez avec. Si j'ai envie de vous dire. Donc voilà, une fois que vous avez fait tous ces changements, ça va certes vous coûter un bras.
Là on va plus du tout être sur la même configuration, ça c'est sûr. D'ailleurs je pense même que ça valait peut-être même plus le coup de mettre autant d'argent dès le début, mais bon, peut-être que vous aviez pas eu la possibilité, donc voilà. Mais là au moins vous savez toutes les possibilités que vous avez pour faire évoluer votre config, et ça c'est plutôt pas mal. Du coup maintenant on va s'attaquer aux upgrades pour ceux qui ont acheté une config avec un petit budget avant et qui voudraient avoir des idées de comment l'améliorer, parce qu'ils savent pas qu'est-ce qui va vous faire gagner nettement de performance. Tout ce que j'ai dit pour cette configuration déjà est nettement valable. Si vous avez une petite config autour de 500 € qui date un petit peu, je pense que par exemple déjà il y en a la plupart ils vont avoir que 8 Go de RAM, passer sur 16 ça va vous faire gagner énormément de puissance. Si vous avez un i3, passer sur un i5 de la même génération, sauf si vous êtes sur la génération 6-7 de chez Intel, ça sert à rien. Si vous avez ça déjà génération 6-7, un i3, c'est même pas la peine, hein, vraiment. Faites un kit évolution complet, vous allez gagner des sous, on va dire ça comme ça. Donc achetez processeur carte mère. Et puis pour tous ceux qui vont avoir un i3 par exemple 9e, 10e, 11e génération, ce que je vous conseille c'est carrément de passer sur un i5 par la suite, si votre carte mère est capable de suivre, parce qu'on a certaines cartes mères qui ont été pondues, hein. C'est un peu de la merde, bon peut-être que le i5 il va le tenir, mais voilà, la carte mère elle va vivre un peu, mais il faudra pas s'attendre à ce que vous faites 8 ans avec le même PC, je pense, tu vois. Donc voilà, ça c'est à prendre en compte. Si vous avez changé déjà tout ça, qu'est-ce qu'il va falloir que vous fassiez pour redresser tout ça? Un SSD, encore une fois, si vous en avez pas, ça va vraiment fluidifier votre système. Personnellement je recommande Samsung pour la simplicité. Après vous avez le choix entre Crucial MX500, Western Digital Blue qui sont pas mal mais nettement moins performants. Dans le haut du panier en gros c'est ou du Samsung ou du Crucial MX500. Donc voilà, c'est vous qui choisissez. Après du coup au niveau du reste, qu'est-ce que vous pourriez faire? Et bah déjà pour changer de carte graphique, assurez-vous que votre alimentation est assez grosse, sinon il va falloir changer d'alimentation et changer de carte graphique. D'ailleurs ça peut en embêter certains qui ont peut-être des vieux kits évolution, donc avec par exemple un vieux processeur et une très vieille carte mère. Maintenant il va vous falloir pour la plupart des cas 8 pins d'alimentation, il y en a qui vont en avoir que 4, donc ça risque de bloquer un petit peu là-dessus aussi. Sinon c'est à peu près tout, les conseils restent les mêmes. L'esthétique vous savez un petit peu, faut chercher par rapport à votre boîtier tout ça. Ça se trouve faudra peut-être même changer de boîtier sur ce que vous faites. Sinon c'est à peu près tout, vous avez les bases pour améliorer votre configuration. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, le petit pouce RGB, abonnez-vous si c'est pas encore fait parce que ça fait plaisir et c'est gratuit. Activez la petite cloche pour être au courant de toutes les prochaines vidéos qui sortiront. Sur ce, je vous souhaite une très bonne fin d'après-midi et puis on se retrouve mercredi prochain à 14 h pour une prochaine vidéo. Bye les gens.